Amis, préparez-vous car la vidéo d'aujourd'hui est extrêmement importante. En effet, nous devons parler de l'unité de puissance numéro 2 de Ferrari qui sera introduite entre Barcelone et le Canada et pourquoi Ferrari n'introduira l'unité de puissance numéro 3 qu'en juillet. Nous devons parler de l'A2, nous devons également parler de Loiseira et de Gotoni qui a fait un énorme travail sur le châssis et l'aérodynamique en équilibrant la relation avec le moteur qui, en ce moment, n'est pas au niveau de ses adversaires et c'est un point sensible pour Ferrari. Nous devons également parler de Lambiase qui ira probablement chez McLaren en 2028 et donc quittera Red Bull à la fin de cette année, faisant ensuite une période de Garden Live. Et attention aussi à la question Verstappen, car si Lambiase s'en va, peut-être que Verstappen pourrait aussi quitter Red Bull ou se retirer. Nous devons également parler de la question de la réunion de la FIA, des motoristes et des différents teams principales, de ce qui a été décidé lors de cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui, le 9 avril. Cela dit, commençons tout de suite. L'image qui émerge à Maranello au cours de ces semaines, qui sépare de Miami du reste de la saison, est celle d'un chantier qui travaille à deux vitesses différentes et seule l'une des deux est visible de l'extérieur. Du côté de l'unité de puissance, la situation est plus complexe que ce que les résultats sur la piste laissent supposer. Selon les nouvelles internes au paddock, entre Barcelone et le Canada, une deuxième unité de puissance, la soi-disant unité de puissance numéro 2, arrivera. Mais attention, il ne s'agira pas d'une mise à jour, mais de la même spécification déjà en usage, introduite simplement pour commencer les rotations et gérer les kilomètres accumulés. La véritable nouveauté, celle attendue avec le plus de curiosité technique, est l'unité de puissance numéro 3 qui aura une spécification dédiée au moteur thermique. Suivant les aides de la Duo, lorsque la FIA accordera les autorisations nécessaires, et cela n'arrivera pas avant juillet, le nœud central de tout est la Duo, le mécanisme réglementaire qui permet aux motoristes de retarder la performance pour développer plus librement leur moteur Ferrari, affiche actuellement une performance supérieure à 4% par rapport à la référence. Mais Miami sera déterminante pour établir le chiffre final et cette différence entre 2 et 4% n'est pas un détail, car c'est le seuil qui déterminera combien de marge de développement Maranello pourra effectivement exploiter. Il aura un package supplémentaire de mise à jour sur le moteur ou deux. La réunion du 9 avril, consacrée également à l'issue du développement des moteurs, sera un passage clé aussi dans ce sens sur le moteur à combustion interne. Les ingénieurs sont explicites, il doit être amélioré, nous le savons et nous le ferons. Un nouveau concept de moteur à combustion interne est déjà en phase de test sur banc chez Ferrari avec l'objectif d'améliorer les performances et de réduire la dégradation thermique à haute température, mais les délais ne sont pas compressibles. Une mise à jour significative du lycée n'est pas attendue avant la mi-été. Et l'ensemble de la trajectoire de développement s'inscrit dans un projet à long terme sous le même régime que le budget CAP qui régit l'aérodynamique en arrière-plan. Il y a aussi un chiffre qui pèse, le déficit estimé par rapport à Mercedes tourne autour de 30 chevaux que Ferrari compense au moins en partie avec un châssis, une aérodynamique que plusieurs observateurs techniques considèrent simplement comme exceptionnelle. Le travail de Loïc Serra et Diego Tondi est décrit comme quelque chose de difficilement explicable avec les paramètres actuels. Et c'est un acte presque d'ingénierie créative qui permet à la Ferrari SF26 de lutter aux premières positions pendant un déficit moteur qui à toute autre époque du championnat aurait signifié une saison de rétrogradation. Au lieu de cela, la Ferrari est là devant avec 30 chevaux en moins à lutter contre la Mercedes. Si l'ADU devait se confirmer à 4% même après la première mesure, celle qui sera ensuite lancée à Miami, Ferrari aurait devant elle l'une des fenêtres de développement les plus rares que l'histoire récente de la Formule 1 se souvienne. D'autant plus que nous rappelons que l'ADU sera ensuite mesurée tous les 6 courses et peut se prolonger jusqu'en 2027. Et c'est une fenêtre que Maranello sait qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller. Ils doivent profiter de l'ADU pour rattraper Mercedes cette année, mais aussi l'année prochaine. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé « Marastro, quel est le sens d'introduire une Power Unit en juillet quand vous en avez déjà introduit une en juin ?» Il y a une énorme différence car la Power Unit numéro 3 qui sera introduite en juillet sera celle mise à jour avec le moteur thermique poussé au maximum. Donc en introduisant une Power Unit identique à la première en juin, qui sera la deuxième Power Unit, cette Power Unit devient celle de la rotation.
Alors que le troisième moteur que vous utiliserez en juillet sera utilisé davantage lors des sessions qui comptent, vous aurez donc toujours à disposition une Power Unit que vous utilisez lors des essais libres, et ensuite vous ferez un saut de qualité lors des qualifications. Il est évident que lorsqu'une équipe dispose d'un moteur plus performant, elle essaye de l'utiliser le plus tôt possible. Donc, si Ferrari a la Power Unit numéro 3 prête en juillet, elle l'exploitera sur la piste le plus tôt possible pour avoir un avantage ensuite en qualification et en course. Donc attention, nous verrons certainement les deux Power Units alterner entre elles selon les différentes sessions entre les essais libres, les qualifications et la course. Ce sera donc un système de rotation très élaboré qui permettra à Ferrari de mieux répartir le kilométrage entre les différentes Power Units et d'exploiter au mieux la Power Unit la plus puissante, à savoir la numéro 3. Mais attention aussi à la nouvelle de Giampiero Lambiase qui arrive au moment de la pause du calendrier, point l'ingénieur historique de piste de Max Verstappen et quittera Red Bull pour rejoindre McLaren à partir de 2028. C'est ce qu'ont rapporté en premier les médias néerlandais, celui de Limburger et The Telegraph qui sont traditionnellement bien informés sur tout ce qui entoure le quadruple champion du monde. L'accord économique est décrit comme astronomique et le rôle proposé par Walking serait de haut niveau, pas de team principal dans l'immédiat, comme certaines sources l'avaient initialement supposé. Mais un poste senior en ingénierie de piste essentiellement similaire à celui que Lambiase occupe aujourd'hui à Milton Keynes chez Red Bull pour arriver à ce bureau chez McLaren, il devra cependant d'abord respecter une longue période de Guardian Leave. Son contrat avec Red Bull expire en 2027, ce qui rend presque certaine son absence sur le mur des stands dès la saison prochaine. Il convient de noter que McLaren n'était pas le seul prétendant à Giampiero Lambiase. Selon Sky Sport UK, Aston Martin dit Lawrence Stroll avait mis sur la table une offre encore plus directe, le rôle de team principal chez Aston Martin. Mais Lambiase a décliné en choisissant l'écurie Papaya et c'est un choix qui en dit long, non seulement sur le poids spécifique du projet McLaren, mais aussi sur la façon dont Lambiase envisage son parcours professionnel dans le tourbillon de rumeurs qui a accompagné la nouvelle. C'est glisser aussi la voie d'un possible retour d'Andrea Stella chez Ferrari, une suggestion alimentée peut-être plus par le passeport que par des éléments concrets. Mais il y a eu un démenti dans ce cas, qui est arrivé rapidement et avec une certaine netteté de Maranello. Aucun contact récent n'a eu lieu avec Andrea Stella et chez Walking, il n'y a aucun signe de mouvement. Le contrat d'Andrea Stella avec McLaren s'étend, et selon les rumeurs du paddock, jusqu'à la fin de 2030, et le même team principal a réaffirmé à plusieurs reprises combien le projet de Walking et son projet, celui de McLaren. Lambiase, quand il arrivera, s'associera à une structure déjà solide, révélant certaines fonctions spécifiques sans nuire à la responsabilité de direction. En toile de fond, le thème de Verstappen revient inévitablement, car Max a toujours parlé ouvertement de son lien avec Lambiase. Le perdre serait difficile à accepter, avait-il dit dans le passé, et au moment où son avenir chez Red Bull semble tout sauf défini, le départ de son ingénieur de référence ne fait qu'alimenter les spéculations sur un possible retrait de Max. Cela n'ajoute pas de certitude, mais déplace les équilibres, et en Formule 1, parfois, c'est suffisant. Je suis sûr que je recevrai beaucoup de questions sur pourquoi Andrea Stella a choisi McLaren et non Aston Martin, ayant également chez Aston Martin un rôle encore plus important, à savoir celui de team principal. Selon moi, c'est en raison des performances, car en ce moment, McLaren t'assure de meilleures performances par rapport à Aston Martin, qui est en difficulté extrême. En effet, l'écart par rapport au moteur de référence est estimé à 90 chevaux au total entre Mercedes et Aston Martin, en fait, pas seulement au moteur. 90 chevaux contribuent de la structure aérodynamique et du moteur lui-même. Quoi qu'il en soit, c'est un écart énorme par rapport au premier au classement, et en plus, il y a aussi la question des positions chez Aston Martin. Tu vas chez Aston Martin et le projet ne porte pas ses fruits. Eh bien, tu es presque sûr de quitter l'équipe parce que Lawrence Stroll te remplace par quelqu'un d'autre. En revanche, chez McLaren, ils ont une structure plus claire. Ils donnent aussi plus de confiance à leurs ingénieurs et à leurs figures de référence. Donc chez McLaren, tu aurais une position plus solide. Il y aurait aussi là un ingénieur de piste, ou en tout cas un rôle senior en tant qu'ingénieur, pas team principal, et il serait associé à Andrea Stella. Donc, attention, il pourrait aussi occuper un rôle plus managérial, un peu comme Jérôme D'Ambrosio avec Vasseur, donc un rôle d'accompagnement d'Andrea Stella chez McLaren. Cependant, je comprends le choix de Gianpiero Lambiase d'aller chez McLaren et non chez Aston Martin, car cela lui offre plus de stabilité de ce point de vue. Attention, il y aura une période de Garden Live en 2027. Ensuite, il fera ses débuts chez McLaren en 2028.
Le choix de Verstappen de quitter l'équipe Red Bull pourrait également être plausible. Ce n'est pas encore sûr, mais Max évalue encore comment ce règlement va évoluer, comment la Formule 1 va changer, et il pourrait décider tranquillement d'aller courir dans d'autres catégories et de ne pas courir en Formule 1 les prochaines années s'il n'est pas convaincu par le règlement. D'autant plus que le départ de Lambiase pourrait être un incitatif supplémentaire pour partir, soit de Red Bull, soit pour quitter Red Bull et rejoindre une autre équipe, ou même se retirer de la Formule 1. Certains envisagent également une pause de quelques années, selon moi. Lorsque Max quittera la Formule 1, eh bien, il sera difficile pour lui de revenir car il ne le voudra pas lui-même. Nous verrons donc un peu comment ce scénario évoluera, mais à ce jour, la seule nouvelle officielle est que Lambiase ira chez McLaren en 2028. Parlons aussi des essais en faisant Ferrari en ce mois d'avril. En effet, il n'y a pas de feu tricolore, pas de mur, pas de radio. Mais cette année, la pause forcée due à l'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite a pris un sens différent pour de nombreuses équipes. Ce n'est pas une parenthèse de repos, mais une fenêtre de travail à exploiter jusqu'au dernier jour utile. Ferrari est parmi les plus actives. En effet, à Fiorano, la Ferrari SF26 est sortie sur la piste pour les essais Pirelli dédiés au développement des pneus pluie. Il s'agit enfin d'activités de soutien aux fournisseurs uniques sans avantage compétitif direct, mais en pratique, chaque kilomètre parcouru dans des conditions de piste humides est un kilomètre de données qui, lors d'un week-end de course marqué par la pluie, pourrait faire la différence sur les réglages, la gestion thermique des pneus et les choix stratégiques. Pour une voiture comme la Ferrari SF26, qui, dans des conditions humides, n'a pas encore accumulé d'expérience significative cette saison, il s'agit d'une opportunité difficile à ignorer. Mais le test de Fiorano n'est pas un épisode isolé. Il doit être considéré comme la dernière étape d'un programme plus large que Maranello a construit autour de ce mois de pause. Avant cela, l'écurie avait utilisé le Mugello pour une session TPC avec la Ferrari SF25, celle de 2025, l'une des voitures désormais disponibles grâce à la plus grande flexibilité réglementaire introduite avec le nouveau cycle technique qui permet d'utiliser des voitures de l'année précédente pour effectuer des tests TPC au volant, ne se trouvaient pas les titulaires, mais les pilotes de réserve et de développement. Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc et Antonio Fuoco. La clé du passage arrive cependant et arrivera avec le Filming Day de 200 km prévu à Monza, quand le 22 avril, l'écurie commencera à vérifier sur la piste le paquet de mises à jour destiné à Miami Parmi, la célèbre aile reverse, donc l'aile Macarena, car c'est là que se concentre tout le grand développement prévu pour le déplacement américain inclus parmi les éléments les plus attendus, la soi-disant aile Macarena, qui est une solution aérodynamique conçue pour réduire la traînée dans les zones d'allongement et restituer une Ferrari SF26 avec une plus grande vitesse de pointe avec moins de traînée. L'objectif global est d'améliorer l'efficacité sans sacrifier l'appui qui jusqu'à présent a représenté l'un des points forts de la voiture en toile de fond, le travail sur la réduction du poids minimum et la délibération finale des nouveaux composants Ferrari construits également à Miami 1 km par kilomètre, et même lorsque les caméras sont éteintes, elle continue de travailler surtout sur le nouveau fond qui devrait faire ses débuts lors de l'étape américaine le 9 avril. Attention, la première série de réunions a également eu lieu qui dans les prochaines semaines définira le futur réglementaire de la Formule 1 de 2026, un sommet virtuel, donc une réunion non physique mais virtuelle, entre les directeurs d'équipe de la FIA et de la FOM, préparatoire non décisive, avec l'objectif d'analyser les données réelles recueillies lors des 3 premières courses et de commencer à examiner les propositions sur la table. Les vraies décisions arriveront le 20 avril. Dans une session plénière qui représentera le moment de vérité avec un vote qui pourrait modifier le visage du championnat dès Miami. Le problème de fond est connu et les premières courses l'ont rendu difficile à ignorer. Le phénomène du super clipping, cette coupure nette de la poussée électrique à la fin de la ligne droite pendant les phases de récupération d'énergie crée des différences de vitesse dangereuses pour les voitures concernées. L'incident entre Berman et Colapinto au Japon a transformé un sujet technique en une question de sécurité. Des propositions plus concrètes sur la table, il y a l'augmentation de la puissance de récupération de 250 à 350 kW durant ces phases, afin de réduire les décélérations soudaines et de maintenir un flux de circulation plus homogène. Il est également question d'abaisser le plafond de recharge en qualification de 9 à 6 MJ pour une gestion plus libre de l'aérodynamique et active tout au long du tour, ainsi que d'éventuelles modifications des protocoles régissant l'utilisation des ailes mobiles, un domaine qui soulève cependant des considérations sérieuses en matière de situation et de performance, ainsi que de sécurité.
Ce qui n'est pas sur la table, du moins pour 2026, c'est un changement dans les rapports de vision énergétique entre le moteur thermique et le composant électrique. Il n'y aura pas de passage de l'actuel quasi 50-50 vers une distribution plus favorable de l'endothermique comme un 60-40. Cette intervention, si elle arrive, est structurellement liée au délai d'homologation et ne pourra pas faire ses débuts avant 2027. Au milieu de ce marasme réglementaire, la voix de Lewis Hamilton s'élève également, qui a dit exactement ce que beaucoup pensaient sans le dire. En effet, l'Anglais a tracé un tableau désarmant avec la précision de ceux qui fréquentent dans le paddock depuis 20 ans. Je n'attends pas grand-chose. J'espère que des changements importants pourront être apportés, mais il y aura trop de personnes qui réfléchiront à comment changer et rien ne sera décidé. Le résultat n'est jamais des meilleurs dans ces discussions. Derrière cette métaphore, il y a évidemment une critique directe du méthode que chaque constructeur pousse, des amendements pensés pour couvrir les défauts de leur propre projet, avec les pilotes tenus à l'écart, malgré le fait qu'ils soient les seuls à savoir ce qui se passe réellement dans le cockpit. En somme, la réunion de ce 9 avril détermine un premier pas, puis il y en aura une autre le 16 avril, puis ce sera le vote le 20 avril, 3 semaines pour décider si cette Formule 1 veut vraiment se corriger ou se contenter de rafistoler. Et attention aussi à la question de la modification du règlement 2026 concernant le patin métallique. En effet, cette question est traitée un peu moins que le super clipping des ailes mobiles, mais elle est extrêmement importante. En effet, il y a l'obligation du patin métallique avant sur le plank. L'article C 3.6 du règlement technique 2026 introduit une série de normes strictes sur le patin central, celui qui glisse sur l'asphalte, qui est une partie inférieure de la voiture, l'épaisseur nominale fixée à 10 mm avec une tolérance d'usure maximale de 2 mm. Si à un quelconque point de mesure, la patinette descend en dessous de 8 mm, la disqualification est immédiate. La vérification se fait avec un micromètre sans marge d'interprétation. La nouveauté la plus significative concerne cependant les matériaux, tandis que pour les trous centraux et arrière, l'utilisation du métal reste facultative. Pour le trou le plus avancé, le soi-disant Forward Most Hole, la FIA a rendu obligatoire un patin métallique en titane ou en acier inoxydable. La raison repose sur les habitudes du passé. Certaines équipes laissaient délibérément s'user la partie avant de la patinette en matériaux composites pour permettre à la voiture d'adopter un angle de rack plus agressif sans violer les hauteurs statiques de référence. Avec le métal, cette pratique cesse de fonctionner. Le titane ne s'use pas comme la résine et tout excès d'usure devient immédiatement détectable. Le choix entre les deux matériaux autorisés n'est pas neutre. Le titane est plus léger et génère des étincelles blanches spectaculaires qui caractérisent les voitures de nuit, mais dans des conditions d'usure extrême, l'acier pourrait s'avérer plus conservateur au prix de quelques grammes supplémentaires sur la balance. Sur certains circuits, ce choix pourrait faire la différence entre rester en course et être disqualifié. Et le détail final, presque philosophique dans sa logique, concerne les fixations. En effet, les vis qui maintiennent le patin en position doivent être conçues de manière à ce que la tige soit le point le plus faible de l'assemblage. Un principe de sécurité, si la voiture heurte un trottoir, la vis se casse et le patin se détache sans endommager la carrosserie. La sécurité dans ce règlement se cache également dans les boulons. Faites-moi savoir votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. C'est tout pour moi, à bientôt dans une prochaine vidéo.